Chaque lundi, en fin d'émission dans Smart Bourse le soir, c'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue, cher Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous chaque lundi, je le rappelle, 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV, à retrouver en replay, bien sûr, sur bismart.fr, le quart d'heure américain. Pierre-Yves, revenons quand même, alors, en d'autres temps, ça aurait été quand même une annonce qui aurait suscité beaucoup de commentaires. Elle a suscité beaucoup de commentaires, mais c'est vrai que dans l'ambiance actuelle et la multiplicité des risques, ça vaut le coup peut-être de revenir sur ce qu'a nous a dit Meta la semaine dernière, Pierre-Yves, l'ancien Facebook, bien sûr dirigé par Mark Zuckerberg, qui traverse une forme d'hiver aujourd'hui. Que retenir des annonces et que se passe-t-il chez Meta, Pierre-Yves ? On se le demande, Grégoire, on se le demande. Et cette société qui était le F de GAFA, qui nous était présentée en particulier par les autorités politiques en Europe et aux États-Unis comme la grande société méchante à laquelle il ne pouvait rien arriver et qui allait nous dévorer tous, a perdu 60% de sa valeur depuis le début de l'année. Le Nasdaq a perdu 27%. Je viens de vérifier avec Snap, qui est un autre réseau social qui a des difficultés. Snap a perdu 37% depuis le début de l'année. La valorisation de Facebook est celle d'une société qui n'est plus une société de croissance, et pour cause, en Amérique du Nord, le nombre d'utilisateurs des plateformes, des diverses plateformes de Meta Platforms, n'augmente plus, voire recule légèrement. Ce qui reste de croissance dans le nombre d'utilisateurs provient de l'étranger. Et dans ce contexte, qui est un triste contexte que l'on connaît déjà depuis plusieurs trimestres, la semaine dernière, Mark Zuckerberg, qui contrôle plus de 50% des droits de vote, c'est-à-dire qu'il peut faire absolument ce qu'il veut dans cette société, annonce qu'il va y avoir des réductions d'effectifs chez Facebook, que la période est au serment de ceinture, que ces baisses d'effectifs vont également intervenir dans le cadre de restructuration. On savait déjà que la croissance s'évanouissait, mais voir Mark Zuckerberg l'annoncer maintenant, avant la publication des résultats trimestriels, laisse à penser qu'il sait des choses sur le recul du chiffre d'affaires de l'entreprise, probablement. La plus mauvaise année que Facebook, Meta Platforms, avait connu, c'était en 2020, ils n'avaient augmenté leur chiffre d'affaires que de 20%. Donc maintenant que l'on anticipe un recul du chiffre d'affaires, ça donne une idée de ce profond malaise que traverse cette société, qui intervient au moment où d'autres applications sont plus populaires auprès des jeunes, en particulier TikTok, et Facebook n'arrive pas, avec son produit Reels, n'arrive pas à dupliquer et à monétiser TikTok auprès des publicitaires. Et je dirais, le contexte politique est encore plus mauvais, puisqu'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Facebook a changé de nom, c'est que cette société qui, pendant des années, a représenté tout ce qui pouvait être merveilleux dans la société du réseau, est devenue maintenant une sorte de paria, une société qui est citée par tous les politiques américains, côté républicain comme le côté démocrate, comme une société dangereuse pour les jeunes, dangereuse pour la démocratie. Et ce changement complet de visage, ce changement complet de modèle, où l'on va passer du network au métaverse, cette espèce d'univers virtuel dans lequel se plonge M. Zuckerberg, est un univers qu'on ne comprend pas très bien et que les actionnaires pour le moment ne comprennent pas bien et pour lequel ils n'accordent pas véritablement de valorisation pour Meta Platforms. C'est donc un gros problème pour cette société qui a été un géant de la cote. Souvenez-vous, en septembre 2021, elle passait 1000 milliards de dollars de capitalisation. Je viens de vérifier, on est en dessous de 400 milliards maintenant. Effectivement, c'est un changement d'époque pour Meta, avec une nécessaire réinvention du modèle économique, qui fait que pour l'instant, il y a l'idée quand même d'une crise de confiance entre le marché et Meta et sa croissance potentielle pour l'avenir. Du côté des autorités monétaires, Pierre-Yves, et on en a discuté longuement avec nos invités juste avant, la montée des risques sur la stabilité financière, la montée des risques systémiques, comment est-ce que tout ça est perçu par la Réserve fédérale américaine et comment est-ce que cela peut influencer peut-être demain sa fonction de réaction ?
On ne parle pas beaucoup de risque systémique, mais il est clair qu'on y réfléchit beaucoup. Quand je dis qu'on n'en parle pas, c'est qu'on n'en parle pas publiquement. Une telle envolée du dollar, compte tenu de ce qu'on sait des effets de levier, des paris que prennent des fonds spéculatifs, ne peut pas, surtout qu'elle a été très rapide, être sans effet sur les positions d'un certain nombre d'intervenants importants sur le marché. Je suis frappé, moi, par le commentaire que font quelques personnes qui ont quand même beaucoup de crédibilité parce qu'il y a plus d'un an, ils ont mis en garde la Réserve fédérale sur le danger de sa politique trop laxiste et que de voir ces gens aujourd'hui faire l'inverse est assez frappant. Je pense à Mohamed El-Erian de Alliance, je pense à Eddie Ardeni, qui est une personnalité très respectée à Wall Street, et même Paul Krugman, l'éditorialiste prix Nobel d'économie du New York Times, sont en train de nous dire attention à la Fed, là, vous allez très très vite, vous êtes en train de tout casser. Bien évidemment, le danger inflationniste est important, bien évidemment, c'est votre priorité, mais à vouloir en faire trop vite, on risque de casser les choses. Ce discours avait un petit coup dans le nez vendredi quand sont tombés les chiffres de l'inflation sous-jacente avec l'indice des prix des dépenses personnelles des Américains. En revanche, ce matin, avec cette publication de l'indice ISM qui nous montre que l'activité manufacturière aux États-Unis ralentit sérieusement au mois de septembre, peut-être effectivement que la Fed va devoir réfléchir et modérer un petit peu son zèle à vouloir relever les taux. 75 points de base vraisemblablement début novembre, mais ensuite il va falloir peut-être marquer le pas. 1er et 2 novembre pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. On sera d'ailleurs à quelques jours du premier tour des élections, enfin non, des élections de mi-mandat tout court. Pierre, quels vont être les thèmes qui vont mobiliser le camp républicain pour ces élections de mi-term? Alors, depuis quelques semaines, je dirais il y a eu 3 phases dans cette campagne. Les républicains étaient très sûrs d'eux au mois de juin, parce que l'impopularité de Joe Biden et l'énormité de l'inflation traumatisaient les Américains. Les Américains étaient très fâchés, avaient vraiment l'intention de voter pour tous les républicains qui se présenteraient. Et ça s'annonçait catastrophique pour les démocrates. Au cours de l'été, la tendance s'est un petit peu redressée pour les démocrates, en particulier en raison de la décision de la Cour suprême de renvoyer au niveau des États l'autorisation ou non de pratique de l'avortement. Cela a mobilisé la base démocrate et l'avortement et la défense du droit à l'avortement est un thème qui a considérablement aidé les démocrates à redresser la barre. Autre thème important qui facilite la tâche aux démocrates, c'est que si l'inflation ne donne pas l'impression de baisser, le prix de l'essence a considérablement baissé. Et ça, c'est une chose importante pour le moral des Américains. Néanmoins, il y a des thèmes plus lourds qui continuent de favoriser les républicains, en particulier la criminalité, l'immigration, nous en avions parlé la semaine dernière. La criminalité est quelque chose, et la délinquance en général est quelque chose, tous les sondages le montrent, qui préoccupe beaucoup les Américains, bien plus d'ailleurs que l'avortement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis maintenant une dizaine de jours, semble-t-il, les républicains qui avaient perdu de l'élan au cours du mois d'août, sont en train de redresser la barre. On voit que, si l'on en croit les sondages en tout cas, pour les sénatoriales de Pennsylvanie, l'écart s'est considérablement rétréci entre M. Ryan, le démocrate, et M. Oz. Tout ça pour un siège ouvert au Sénat. En ce qui concerne le Wisconsin, qui est une autre course pour la sénatoriale suivie de très près, M. Johnson, le républicain, a l'air bien mieux parti qu'il ne l'était il y a encore une quinzaine de jours. Donc l'inflation reste un problème, la criminalité, le contrôle des frontières sont des thèmes qui manifestement favorisent les républicains qui ont présenté un projet qui propose en particulier le recrutement de 200 000 policiers. C'est un petit peu trompeur parce que l'État fédéral n'a pas le pouvoir d'embaucher des policiers pour les États. Tout ce que peut faire l'État fédéral, c'est fournir des incitations pour que les États et les collectivités locales, les municipalités, puissent embaucher des agents pour contrôler l'ordre, qui est l'ordre et la loi, law and order, le vieux thème qui mobilise les républicains.
Merci beaucoup Pierre-Yves. Les élections demi-mandat aux États-Unis début novembre dans le sillage de la réunion prochaine de la Réserve fédérale américaine. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi en direct à 17h45, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV et à retrouver en replay dans le quart d'heure américain sur notre plateforme bismart.fr. Voilà pour cette édition ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.